Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'un des aliments les plus vénérés de la planète, l'ail. Depuis l'Antiquité, on lui prête 1000 vertus: protection contre les infections, soutien du système cardiovasculaire, stimulation immunitaire. La liste est longue. Je fais partie de celles et ceux qui adorent son parfum lorsqu'il dort doucement à la poêle, son goût franc qui réveille un plat, et sa réputation d'ingrédient, médicament, transmis de génération en génération. Pourtant, et c'est l'objet de la vidéo du jour, l'ail est loin d'être anodin. Derrière sa gousse discrète se cache une puissance biochimique capable de faire le meilleur comme le pire. Dans cette vidéo, je vais donc lever le voile sur 3 situations précises où manger de l'ail peut devenir un vrai danger pour votre santé. Oui, vous m'avez bien entendu, il y a des moments où cette petite gousse blanche doit absolument rester au garde-manger. Je vais vous expliquer pourquoi, comment reconnaître ces contextes à risque, quels mécanismes sont en jeu dans votre organisme et, bien sûr, quelles alternatives adopter pour éviter les complications. Je tiens à préciser que je ne me substitue pas à votre médecin, les informations que je partage sont basées sur des études scientifiques solides et sur les recommandations de grandes sociétés savantes. Mon but est de vous offrir un regard clair, argumenté et accessible afin que vous puissiez décider en toute connaissance de cause. D'ailleurs, si l'un des scénarios que je décris fait écho à votre vie, je vous invite à en parler sans attendre avec un professionnel de santé. Prêt ? Alors entrons dans le vif du sujet. Voici les 3 situations où il ne faut jamais consommer d'ail: juste avant une intervention chirurgicale ou dentaire, lorsque vous prenez des anticoagulants ou certains médicaments sensibles, et lorsque votre système digestif est fragilisé par des pathologies comme l'ulcère ou le reflux gastro-œsophagien. Je vais décortiquer chaque cas, un à un, pour que vous compreniez parfaitement les risques cachés et sachiez comment les éviter. Situation 1. Avant une intervention chirurgicale ou dentaire. Je commence par la plus pressante: l'ail et la chirurgie ne font pas bon ménage. Vous avez peut-être déjà entendu votre chirurgien vous demander d'arrêter l'aspirine ou certains compléments plusieurs jours avant l'opération. C'est exactement le même principe avec l'ail, mais beaucoup de patients l'ignorent. Pourquoi ? Parce que l'ail contient de l'allicine et d'autres composés soufrés capables d'inhiber l'agrégation plaquettaire. Autrement dit, il fluidifie le sang. En temps normal, cet effet est plutôt apprécié: une circulation plus fluide signifie moins de risque de caillots, donc un coup de pouce potentiel contre l'infarctus ou l'AVC. Le problème, c'est qu'en bloc opératoire, on a besoin d'un sang qui coagule suffisamment vite pour limiter les pertes sanguines et prévenir les hématomes internes. Si vous arrivez sur la table d'opération avec un sang trop fluide, même une petite incision peut se transformer en défi hémorragique pour l'anesthésiste réanimateur. Des études de pharmacovigilance rapportent des cas où une simple prise quotidienne de supplément d'ail à hauteur de 600 mg d'extrait par jour a doublé le temps de saignement pendant une chirurgie. Imaginez le stress supplémentaire pour l'équipe soignante, sans parler du risque que cela représente pour votre récupération: anémie post-opératoire, besoin de transfusion, délai de cicatrisation rallongé. Alors, quand faut-il stopper ? Les recommandations convergent vers une fenêtre de 7 à 10 jours avant la date de l'intervention. Cela peut paraître long, mais c'est le temps nécessaire pour que vos plaquettes retrouvent leur efficacité. Et j'insiste, on parle non seulement des compléments concentrés, mais aussi de l'ail frais, de l'ail noir, de la poudre d'ail et même des préparations artisanales style miel-ail. Tout passe dans la circulation sanguine. Certains se demandent: et si je ne mange qu'une petite gousse ? La réponse est toujours la même: à partir du moment où une chirurgie est programmée, on met l'ail entre parenthèses. Le risque n'en vaut pas la chandelle. Vous pourrez tout à fait le réintégrer après validation médicale, généralement lorsqu'on retire les points de suture ou quand votre chirurgien confirme que la cicatrisation est bien enclenchée. J'aimerais également attirer votre attention sur les interventions dentaires: extraction de dents, pose d'implants, détartrage profond qui peuvent saigner abondamment. Les dentistes sont de plus en plus vigilants, ils savent que le moindre délai de coagulation supplémentaire complique la procédure et peut provoquer des saignements prolongés au domicile. Mon conseil personnel: si vous avez un rendez-vous chez le dentiste pour un acte invasif, avertissez-le de votre consommation d'ail, même si cela vous semble anodin. Pour terminer ce premier chapitre, retenez ceci: avant toute opération, qu'elle soit majeure ou mineure, stoppez l'ail au moins une semaine à l'avance et signalez-le à votre praticien.
C'est un geste simple qui sécurise votre parcours opératoire et évite des complications qu'on peut parfaitement prévenir. Situation 2. Si vous prenez des anticoagulants ou des médicaments sensibles. Passons au deuxième scénario critique, l'association AIE-médicaments à marge thérapeutique étroite. Je parle ici des anticoagulants oraux comme la warfarine, l'acénocumarol, l'apixaban ou le rivaroxaban, mais aussi des antiplaquettaires comme l'aspirine à faible dose et le clopidogrel. Pourquoi ce duo est-il explosif ? Parce que l'AI renforce l'effet fluidifiant de ces molécules et augmente de manière imprévisible le risque de saignement. Concrètement, imaginez votre équilibre hémostatique comme une balance, d'un côté la coagulation, de l'autre la fluidité. Les médecins ajustent votre dose de warfarine pour maintenir l'INR, l'indice qui mesure votre temps de coagulation, dans une fourchette cible, souvent entre 2 et 3. Si vous introduisez soudainement une consommation soutenue d'AI, vous basculez la balance, l'INR grimpe, votre sang devient trop fluide, et le danger d'hémorragie interne augmente, saignement de nez fréquent, hématome sous-cutané, urine rosée, selle noire. Ce sont des signes d'alerte qui nécessitent une prise en charge urgente. Le même raisonnement s'applique si vous êtes sous aspirine à visée cardioprotectrice après un stent ou un pontage. L'AI potentialise l'inhibition des plaquettes, or, chez un patient à risque cardiovasculaire, un saignement digestif massif peut être catastrophique. Il n'y a pas que les anticoagulants. D'autres familles médicamenteuses sont concernées, certains antirétroviraux, les médicaments antihypertenseurs à base d'inhibiteurs calciques, ou encore les sulfamides hypoglycémiants utilisés dans le diabète de type 2. Pourquoi ? Parce que l'AI active ou inhibe diverses enzymes hépatiques, CYP3A4, CYP2E1, qui métabolisent ces molécules. Résultat, la concentration plasmatique de votre traitement peut monter en flèche ou, au contraire, chuter en dessous du seuil d'efficacité. Prenez l'exemple d'un diabétique sous glipizide, un excès d'AI peut amplifier l'effet hypoglycémiant et conduire à un malaise, sueur froide, confusion, voire perte de connaissance. A l'inverse, si l'AI accélère l'élimination d'un anti-VIH, la charge virale peut remonter et compromettre des années de prise en charge. Que faire ? La règle d'or est la suivante, informez systématiquement votre pharmacien et votre médecin de votre consommation d'AI, surtout si vous la prenez sous forme de gélules ou d'extraits concentrés. Il est souvent possible d'adapter la posologie, de renforcer la surveillance biologique, INR, glycémie, tension artérielle, ou tout simplement de suspendre l'AI tant que le traitement médicamenteux est indispensable. J'insiste, ce n'est pas la quantité d'AI ingérée un jour de fête qui pose problème, mais la consommation régulière, quotidienne, qui s'additionne aux actions de vos médicaments. Le corps, lui, ne fait pas la différence entre un comprimé prescrit et un aliment, naturel, tout se mélange dans le même foie, dans les mêmes voies métaboliques. Je terminerai cette section en vous rappelant qu'aucun complément ne doit être pris à la légère. Le slogan « 100% naturel » ne signifie pas « 100% sans danger ». L'AI est puissant, c'est une force qu'il faut savoir dompter. Situation 3, si votre système digestif est fragilisé. Troisième et dernière situation, les pathologies digestives. Vous souffrez de reflux gastro-œsophagien, RGO ? D'ulcère gastrique ? De syndrome de l'intestin irritable ? D'une colite inflammatoire ? Alors l'AI peut devenir votre pire ennemi. Commençons par le reflux. L'AI, en particulier cru, stimule la sécrétion gastrique et relâche le sphincter inférieur de l'œsophage. Résultat, l'acidité remonte, brûle la muqueuse œsophagienne et entretient la spirale du RGO. Beaucoup de patients rapportent une intensification des brûlures d'estomac quelques heures après un plat très aillé. Dans le cas de l'ulcère, c'est un autre mécanisme, les composés soufrés de l'AI peuvent irriter la lésion et retarder la cicatrisation. On observe alors des douleurs épigastriques plus vives, parfois des nausées, voire des vomissements sanglants lorsque l'ulcère saigne. Vous comprenez pourquoi les gastro-entérologues recommandent un régime blande sans irritants en phase aiguë, pas d'ail, pas d'oignon cru, pas de piment, pas de café serré. Venons-en au syndrome de l'intestin irritable, SII, et aux colites. L'ail est riche en fructane, des FODMAPS fermentés cibles que le côlon a parfois du mal à digérer. Chez les personnes hypersensibles, cela provoque ballonnement, douleurs abdominales, diarrhée ou constipation alternée.
Ce n'est pas dangereux au sens vital, mais la qualité de vie peut s'effondrer, ventre douloureux du matin au soir, fatigue chronique, perturbation du sommeil. Certains objecteront que l'ail cuit est moins problématique. C'est vrai, la cuisson à feu doux neutralise partiellement les composés pingents. Néanmoins, la sensibilité individuelle varie. Si vous ressentez des symptômes malgré une cuisson longue, mieux vaut éliminer totalement l'ail quelques semaines, puis réintroduire progressivement sous contrôle médical ou diététique. Vous me demanderez, comment remplacer l'ail ? Bonne nouvelle, le monde des herbes aromatiques est vaste. Basilic, coriandre, persil, gingembre doux, paprika fumé. Autant d'options qui rehaussent vos plats sans déclencher de crise digestive. Faites-vous conseiller par un diététicien spécialisé en FODMAPS, c'est la meilleure façon de retrouver un confort durable. Pour clore ce chapitre, rappelez-vous que votre tube digestif est un organe sensible, constamment exposé à ce que vous mangez. Si vous souffrez déjà d'une pathologie inflammatoire ou ulcéreuse, mettez l'ail sur pause jusqu'à cicatrisation complète et validation médicale. Votre estomac vous dira merci. Conclusion. Nous voilà au terme de cette exploration des risques cachés de l'ail. Récapitulons, n'en consommez jamais à l'approche d'une intervention chirurgicale ou dentaire, évitez-le si vous êtes sous anticoagulant, antiplaquettaire ou tout médicament à métabolisme délicat, et bannissez-le temporairement si votre système digestif est déjà en souffrance. Loin de diaboliser l'ail, je veux simplement remettre les pendules à l'heure. Ce super aliment reste un allié précieux, à condition de le consommer au bon moment et dans les bonnes circonstances. Comme toujours, le maître mot est l'équilibre. Écoutez votre corps, parlez à vos soignants et ajustez vos habitudes alimentaires en conséquence. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à la partager, vous aiderez peut-être quelqu'un à éviter un accident. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine exploration santé.